Merci à vous de nous rejoindre. C'est le 145e épisode de Techno que nous vous proposons cette semaine, sous la neige. Et voilà, ce sont les choses qui arrivent. C'est un petit peu de saison, si vous voyez ce que je veux dire. Bonne écoute. Mais on s'est mis au sec quand même pour ce 145e épisode des Techno avec celui-ci, tenez, tiens, Xavier qui va participer à cet épisode et puis également Sébastien qui remplace l'autre Sébastien au pied levé. Vous me direz, ça, pour vous ça va pas faire énormément de différence, mais pour nous ça en fait beaucoup quand même, parce que Sébastien, l'autre Sébastien, vous le retrouverez quant à lui la semaine prochaine. Est-ce qu'on a du courrier des auditeurs? Je pense qu'il y a eu du courrier concernant les bitcoins. Ça fait un petit temps maintenant qu'on ne t'a pas vu, Sébastien, et c'est toi notre spécialiste crypto-monnaie, et donc je pense que tu as eu l'occasion de répondre aux 2-3 questions qu'on avait vu passer. Je ne sais pas ce que ça concernait exactement, mais peut-être que toi tu l'as encore en tête. Non, je me souviens plus exactement, mais effectivement on a répondu directement dans les commentaires YouTube. Donc si vous avez des questions, effectivement, je le dis chaque fois, en général Sébastien ou Xavier ou n'importe quel autre chroniqueur essaye de répondre par écrit en regard de votre question, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur notre blog lestechno.be. Sinon on en parle de temps en temps ici entre nous en démarrage d'épisodes hebdomadaires, question que tout le monde soit vraiment au courant qu'on a parlé d'une chose qui intéresse peut-être plein d'autres mondes et qu'on a répondu à une question qui était pertinente, et donc voilà, c'est une bonne chose de faite. Courrier des auditeurs toujours. Alors quand même, il faut le signaler, on a reçu du courrier concernant une demande, ou en tout cas une remarque qu'avait fait Sébastien, l'autre Sébastien, concernant nos auditeurs et plus particulièrement nos auditrices. C'est-à-dire qu'il s'interrogeait et on se demandait tous d'ailleurs, si finalement on avait des auditrices. Parce que c'est vrai que c'est un milieu un petit peu de macho, paraît-il, le milieu high-tech, etc. Et puis on a eu des réactions, et effectivement, nous avons des auditrices. Hurrah, youpi, tralala. On en a au moins 2, mais je pense qu'on en a plus que ça, mais elles ne se manifestent pas toutes. On tient quand même à saluer au passage Natacha et Virginie, qui sont 2 fidèles auditrices manifestement des Technos. Ceux qui ont l'image peuvent voir leur petite bafouille dans l'image, à notre adresse. Merci à elles de nous suivre depuis si longtemps, et merci également pour les encouragements. Je tiens à signaler aussi que je pense que c'est Virginie qui en plus nous écoute du Québec. Voilà, c'est sans doute une de nos auditrices les plus éloignées. On n'a pas énormément d'auditeurs au Québec. Il faut dire qu'ils ont une culture du podcast qui est beaucoup plus installée et depuis plus longtemps au Québec que par chez nous, et que donc il y a beaucoup de podcasts qui traitent de nouvelles technologies, on l'imagine, dans leur contrée, et que donc la concurrence est certainement beaucoup plus forte pour nous, pauvres petits Belges perdus au milieu du web quelque part. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire. Je ne sais pas s'il y a autre chose, Xavier, est-ce que toi tu as relevé quelque part un message? Non, je suis juste déçu de ne pas voir la réaction de l'autre Seb en découvrant ces 2 news. Mais d'où ma petite explication du début, parce qu'effectivement j'avais réservé ces 2 messages-là particulièrement pour Sébastien, l'autre Sébastien, mais n'étant pas là, voilà, il aura l'occasion de réagir sans doute la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, bon, on va pas en faire non plus des caisses. Merci à vous de nous écouter, qui que vous soyez, où que vous soyez. C'est le 145e épisode des Technos qui commence par la lettre A, comme à chaque fois, c'est notre abécédaire de la semaine, la lettre A comme Apple. Et c'est Sébastien qui va commencer à nous parler de cette faille de sécurité. On en a tous entendu parler à la mise à jour, la dernière mise à jour de Mac OS X. Ça fait évidemment les gros titres, comme on a l'habitude de le dire, parce que ça n'arrive pas souvent à Apple d'avoir ce type de problème. Il faut le souligner aussi, Sébastien. Voilà, et là pour le coup, le problème a été signalé par un message Twitter. Et le problème était assez gênant, puisque contrairement à pas mal de failles de sécurité, comme par exemple la faille de sécurité qui avait été notée sur le Wi-Fi par exemple, celle-ci est assez facile d'accès et ne nécessite pas un diplôme d'ingénieur en informatique pour l'utiliser. À savoir que donc macOS c'est un système d'exploitation qui est basé sur Unix, et que comme tous les systèmes Unix, il y a des comptes utilisateurs qui ne sont pas tous visibles, c'est-à-dire qu'en plus de votre compte utilisateur à vous, il y a notamment ce qu'on appelle le compte root. Root étant le super utilisateur, Dieu le Père sur votre machine, et qu'il a accès à peu près tout, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment le cœur de la machine, quoi. Hein. C'est vraiment c'est le premier compte. C'est vraiment le premier compte qui est installé avec le système d'exploitation et qui a donc un accès administrateur
a beaucoup de fonctionnalités. Et il se trouve que, bon, par défaut, déjà, il a pas un mot de passe. Je sais pas je me souviens plus s'il a pas de mot de passe du tout ou s'il a le même mot de passe que l'administrateur principal. Toujours est-il que, voilà, c'est assez faible comme sécurité. Et là, pour le coup, normalement, quand il a pas de mot de passe, on n'est pas censé, y avoir accès. Ouais. Et là, il y a des gens qui se sont rendus compte que quand on allait dans les settings, donc dans les réglages d'OS, de macOS, et qu'on essayait de déverrouiller les comptes, la gestion des comptes utilisateurs, juste en mettant root comme nom d'utilisateur et pas de mot de passe, en appuyant plusieurs fois sur le bouton déverrouiller, au bout d'un moment, ça finissait par marcher. Ah oui. Carrément. alors que normalement, ça aurait dû refuser l'accès. Donc ouais, c'est assez gênant. Hein, c'est un peu comme quelqu'un l'a dit, c'est un peu comme si vous avez une porte qui est fermée à clé, mais si vous avez appuyé suffisamment longtemps sur la clenche, ça finit par s'ouvrir. Oui, c'est ça. Ouais. Très sécurisé, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'était assez gênant. Et en plus, l'autre aspect assez important, c'est que c'est pas seulement, il suffisait pas d'avoir accès physiquement à la machine, c'est que si vous aviez activé par exemple le remote desktop, donc ce qui permet de contrôler un Mac à distance, eh ben c'était possible aussi. Donc n'importe qui sur votre réseau pouvait se connecter à votre machine à distance en route, donc pouvoir faire des choses assez graves sur votre système. Évidemment, ça fait tâche, hein. Pour une boîte comme Apple, évidemment, ça prête le flanc à toutes les critiques et tous les trolls du monde, et on le comprend. En même temps, c'est totalement justifié parce que c'est quand même d'une légèreté relativement. Moi, ça me perturbe un petit peu ce genre de choses. Comment peut-on laisser passer ce genre de défaut? Ils ont émis un patch, manifestement, qui devait régler le problème. Xavier, je vais me tourner vers toi parce que effectivement, par rapport à l'enregistrement, je le signale au passage, on enregistre, il est quelle heure là? Il est 19h54 ce jeudi, et il y a quoi, une heure ou deux, pas plus, une information est tombée encore, c'est que le patch lui-même a un problème, manifestement. Mais ils ont réagi très vite, effectivement, pour corriger la faille, mais merci Bruno qui nous a envoyé l'info. Ce patch a en fait ramené un autre bug qui empêche les gens de faire un partage de fichiers depuis ou vers leur ordinateur. Alors heureusement, de nouveau, là, Apple a réagi assez vite, mais pour corriger ce problème-là, il va falloir rentrer par le terminal et taper une commande qui a été affiché par le support, l'équipe d'Apple. Donc c'est un petit patch qui sera nécessaire en plus pour corriger le patch qui vient d'être sorti. Donc une rustine sur le patch, quoi, en gros. Voilà. Sachant que le patch lui-même avait été publié après que Apple ait indiqué qu'il y avait quand même un workaround pour resécuriser sa machine. Donc de nouveau une commande à taper dans le terminal pour changer le mot de passe du compte route. Donc c'était déjà possible de sécuriser sa machine. Maintenant évidemment le patch il est disponible depuis hier soir, je crois, sur vos machines. Donc allez l'installer quoi qu'il arrive. C'est pas parce qu'il y a ce petit problème là qui est assez localisé, si je comprends bien, qu'il faut pas installer le patch. Donc allez dans l'App Store sur le macOS, vérifier les dernières mises à jour et installer cette mise à jour de sécurité parce qu'effectivement elle est assez gênante et assez ouverte. Et pour dire à quel point c'est inhabituel, c'est que même Apple, quand ils ont publié ce patch, ils se sont platement excusés, chose qu'ils font très rarement. C'est pas le genre de la maison, s'excuser. Non, voilà. Et ils ont horreur de ça, ils ont indiqué que voilà, il y avait eu des enquêtes internes et que de toute façon, ils allaient revoir tout leur processus de développement pour éviter que ça se reproduise. Traduction, il y a des têtes qui vont sauter. Oui, ça, il y a de fortes chances. C'est vraiment, on peut s'attendre à ce genre de soucis de n'importe quelle firme au monde, et on ne critiquera pas parce que c'est quand même des développements complexes, etc. Et c'est de l'informatique. Mais quand ça arrive à cette boîte-là en particulier, ça devient, du coup, ça prend des dimensions mortelles, quoi. On peut le dire. Xavier. Mais ce ne sont pas les seuls. Hein. Il y a une news qui est passée il n'y a pas longtemps aussi, comme quoi il y avait une faille de sécurité qui avait été découverte dans toutes les versions de Windows, qui permet aussi de prendre le contrôle. Donc ça fait moins de vagues en général. Ici, le côté un peu particulier, c'est que c'est vraiment une bêtise, quoi. C'est le fait de ne pas avoir initialisé le mot de passe du compte route, qui est le compte principal. On se demande même comment ça a pu arriver. Ceci étant dit, on l'avait déjà dit, on le répétera jamais assez, quand il y a une mise à jour majeure de OS X, comme de n'importe quel autre OS d'ailleurs, ne vous jetez pas dessus dès la première minute non plus, patientez un peu, laissez les autres essuyer les plâtres, comme on dit. Il n'y a
pas d'urgence, même si c'est vrai que la machine a tendance à vous le rappeler un petit peu lourdement tous les jours, attention, il y a une nouvelle mise à jour, etc. Il n'y a pas d'urgence à faire ce type de mise à jour-là dans l'immédiat si votre machine fonctionne et est bien sécurisée. Seb? Oui, parce qu'il est important de préciser que ce bug, cette faille de sécurité n'affecte que High Sierra, donc la toute dernière version de macOS. Donc si vous n'avez pas encore fait la mise à jour, c'est pas le système reste sécurisé, quoi. Ouais. Ok, bon on espère qu'il y aura pas d'autres rustines à placer sur les rustines et les patchs. Voilà, on va essayer d'oublier ce petit souci très rapidement. On passe à la lettre B, si vous le voulez bien. B comme bidule, Xavier, avec un bidule, effectivement, qui s'appelle Voctail. C'est pour quoi? C'est pour fabriquer des cocktails? C'est pour ceux qui veulent faire le bob tout en buvant des cocktails. D'accord. Donc, en gros, c'est des chercheurs de Singapour qui ont développé une solution qui permettrait de transformer l'eau en vin ou en n'importe quelle boisson. En tout cas, c'est l'effet ressenti. De l'eau en vin. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont travailler sur 3 aspects. Donc, le visuel, le goût et l'odorat, pour permettre aux gens d'avoir le sentiment qu'ils boivent autre chose que ce qu'ils boivent réellement, c'est-à-dire l'eau. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a tout d'abord... Il rajoute du jus de raisin. Voilà. Il y a tout d'abord Jésus qui va mettre en route une petite LED qui modifie la couleur d'un verre qui est spécial. Ouais. Il y a le goût qui va être modifié grâce à des électrodes qui sont placées sur la tranche du verre, qui rentrent en contact avec la bouche, et en fonction des réglages, ça va jouer sur le côté salé, sucré ou amer. Et enfin, il y a l'odorat qui va être titillé grâce à un petit tube avec un gaz odorant. Alors c'est le mélange des trois fonctionnalités qui vont permettre d'avoir des sensations virtuelles qui sont beaucoup plus poussées que si chacun des éléments avait été pris séparément. Et apparemment, les résultats commencent à être assez sympas. Bon, tout ça, et donc sans une seule goutte d'alcool, si j'ai bien compris. C'est à partir d'eau. Voilà, c'est juste de l'eau et on trompe le cerveau, on vous trompe le cerveau avec des... c'est quand même... Enfin, est-ce que le plaisir va être le même? Je suppose que tu vas tester ça pendant les fêtes de fin d'année, Xavier. Alors, là où ça pourrait être sympa, c'est si tu prends de la piquette et que tu arrives à en faire un grand cru. Oui. Ça pourrait être marrant. Oui, enfin, ça, par contre, c'est moyen légal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas le genre de truc à nécessairement reproduire. Pourquoi pas, hein, finalement, on vous fait bien des bières sans alcool et des choses du genre. Pourquoi pas des cocktails sans alcool et voilà. Ça fait un peu penser à Star Trek, mais la série Star Trek où quand ils buvaient un truc, ça ressemblait à un cocktail comme ça, c'était fluorescent, bleu, etc. Enfin, c'est un petit peu. Enfin, si vous avez l'image, vous l'aurez sans doute vu. La lettre C comme crypto-monnaie. Je suis un peu perturbé par la conduite parce que je vois C comme crypto-monnaie et E comme Ethereum. Donc on va un petit peu. Je pense que c'est Sébastien qui va prendre Oui, j'ai oublié, c'est de ma faute. J'ai oublié d'ajouter le petit slide pour les crypto-monnaies. Non, mais ça, on va pouvoir s'en passer. Par contre, de l'info, on ne s'en passera pas. Crypto-monnaie, Sébastien, pour parler du Maroc qui tente justement d'interdire les crypto-monnaies sur son territoire. Voilà, donc il y a eu un petit avertissement qui a été publié par l'Office d'échange, qui est un petit peu l'autorité de régulation des marchés financiers, si j'ai bien compris, au Maroc, et qui rappelle qu'il est strictement interdit d'utiliser les crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin, mais pas seulement, dans les transactions financières, que ce soit entre personnes physiques ou entre personnes morales, puisqu'apparemment c'était aussi utilisé occasionnellement entre entreprises. Et voilà, il rappelle que c'est strictement interdit, que c'est une pratique qui est passible de sanctions et d'amende, et elle invite tout le monde à se conformer aux dispositions de la réglementation, et elle rappelle que les seules monnaies qui sont autorisées sont celles qui sont validées par la banque Al-Maghrib, qui est un petit peu la banque d'État, on va dire, au Maroc. Donc pour eux, alors c'est intéressant parce que dans l'article on voit un petit peu les arguments classiques qui ressortent, comme quoi c'est un système de paiement occulte, qu'il a la fâcheuse la fâcheuse fonctionnalité de n'être adossé à aucun organisme financier, comme si c'était un problème en soi. C'est pas ça qui l'empêche de fonctionner, on le rappelle. Et qui bien sûr il présente de nombreux risques pour les utilisateurs. Alors
ils ne rentrent pas dans le détail, mais voilà, toujours que d'après eux, c'est très risqué. Donc voilà, et accessoirement que le Bitcoin est sujet régulièrement au crack éclair, comme ils appellent ça. Le crack éclair. Voilà. C'est une pâtisserie, en fait. Oui, pardon. Est-ce que, comme pour d'autres cas, les dirigeants du pays, eux, se sont régalés en achetant une multitude de Bitcoin? C'est la question qu'on pourrait se poser, mais on n'a pas la réponse. Donc, on va peut-être pas aller par là. Mais c'est vrai que depuis que le Bitcoin a dépassé les $10,000 et même presque les 11 000 au dernier décompte, beaucoup de langues se délient, beaucoup de personnes se mettent à parler des Bitcoins sur les médias traditionnels, même sur la télévision locale bruxelloise, BX1. J'en entendais encore parler hier. Un prix Nobel également s'est exprimé à ce sujet et conseille de les interdire, Sébastien. Alors lui aussi, il s'est exprimé, mais peut-être qu'il n'aurait pas dû. Donc Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie 2001, qui a expliqué dans une interview à Bloomberg que selon lui, la crypto-monnaie Bitcoin notamment, parce que là il s'attardait vraiment sur Bitcoin, sa popularité était uniquement due aux possibilités qu'elle offre en termes de blanchissement d'argent. Vu qu'il n'y a pas vraiment de contrôle et de régulation là-dessus. C'est vraiment le truc qui pour lui pose le plus de problèmes. C'est le blanchiment d'argent, c'est ce côté occulte. Ouais. Alors, rappelons qu'au passage, le Bitcoin n'est clairement pas la meilleure monnaie pour le blanchiment d'argent, dans la mesure où les transactions y sont complètement traçables. C'est-à-dire que, comme quand vous achetez des Bitcoins sur une place de marché, ces places de marché, elles, sont soumises aux régulations bancaires et donc sont obligées d'identifier leurs utilisateurs. Donc, si vous utilisez des Bitcoins et qu'on peut retracer toutes vos transactions jusqu'au moment où vous avez acheté ces Bitcoins une place de marché, de fait, on peut vous identifier. Donc, pour le blanchiment d'argent, c'est pas génial. Et il y a d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin qui empêchent cette traçabilité et donc qui sont beaucoup plus adaptées. Si je puis me permettre, ce qui est bizarre quand même de la part de Stiglitz, c'est qu'il milite depuis toujours pour que la monnaie se dématérialise, elle soit digitale, justement pour pouvoir la tracer plus facilement que si elle était liquide. Donc, serait-il passé à côté de quelque chose C'est quand même bizarre, quoi. Non, mais justement, il a le cul entre deux chaises maintenant, parce qu'effectivement, ce qu'il a toujours défendu, c'est les monnaies digitales, mais dans le sens, on enlève le cash, comme certains pays le font déjà, pour justement pouvoir garder un contrôle. Mais là, il se retrouve un petit peu pris à son propre piège, si on veut, parce qu'on se retrouve avec le Bitcoin, on a une monnaie digitale, mais qui n'est pas traçable, qui n'est pas contrôlée en tout cas, puisqu'elle est complètement décentralisée. Donc là, ça l'embête un petit peu, et surtout, c'est un économiste, donc il est investi dans toute cette économie, dans toute cette complexité qui finalement lui donne du travail, et donc il a un petit peu jugé parti dans l'histoire, et surtout, alors ce qui est complètement absolument hallucinant de mauvaise foi et de mauvaise volonté dans son discours, c'est qu'il dit finalement le Bitcoin n'a absolument aucun intérêt social, donc ça n'est qu'une monnaie spéculative. Or on rappelle quand même que le Bitcoin, ça permet de faire des transferts internationaux en un rien de temps et à très très bas prix. Ça permet de redonner accès à un moyen de paiement à des gens qui étaient complètement exclus du système bancaire. Donc les intérêts sociaux, ils sont nombreux quand même. C'est quand même assez ce n'est un peu comme aberrant comme une sentence définitive, sans trop d'explications en plus. Vraiment, faut se méfier aussi, il faut reconnaître de ce genre d'article. On a mis les liens, je pense. Enfin, on va mettre les liens dans l'article sur lestechno.be en regard de cette information, mais c'est souvent des propos qui sont retranscrits par un journaliste, etc. Donc on perd de temps en temps aussi un petit peu le contexte, et là, forcément, sur des sujets un peu épineux comme celui-là, il faut le reconnaître, Sébastien, le contexte est important aussi, et donc il faut relativiser aussi les réponses du monsieur, quoi. Mais là, j'ai regardé l'interview, en l'occurrence, son discours est sans détour. C'est vrai, c'est effectivement ça qu'il dit, et ils s'entretiennent un petit peu avec le présentateur qui lui-même essaye de démontrer que cette monnaie est juste spéculative et qu'il y a rien derrière. Et moi, ce qui me choque encore une fois le plus, c'est que comme pour le cas qu'on vient d'évoquer avant pour le Maroc, il y a ce mythe que puisque c'est pas bien, il suffit que l'État l'interdise. Sauf que l'État ne peut pas interdire le Bitcoin. Aucun État ne peut interdire le Bitcoin puisque c'est décentralisé.
décentralisés et qui n'ont aucune prise dessus. La seule chose qu'ils peuvent éventuellement interdire, c'est d'ouvrir de nouvelles places de marché ou peut-être de fermer les existantes, mais ça n'empêchera pas les gens de miner du Bitcoin et de s'échanger des Bitcoins. Donc, c'est peine perdue. J'entendais encore un économiste le jour en parler, et c'est vrai que lui ne parlait, parce qu'il n'a pas été sur le terrain même de la crypto-monnaie, du Bitcoin, etc., mais lui parlait du maillon faible qui sont les places de marché, justement, les intermédiaires, et que là, effectivement, il y a des gens, on en a déjà parlé ici aussi, qui peuvent perdre de l'argent. Ça reste de l'ordre du possible, il faut quand même le rappeler, Sébastien. Ah oui, tout à fait. C'est là qu'est vraiment le maillon faible de tout le système, puisque le système en lui-même est décentralisé, mais par contre, le pont qui se fait entre les monnaies classiques, donc les monnaies fiat, comme on les appelle, et les crypto-monnaies, ce sont ces places de marché qui, elles, sont centralisées. C'est-à-dire qu'elles stockent les comptes utilisateurs dans une base de données, et il suffit, entre guillemets, d'attaquer cette base de données et de récupérer les comptes pour pouvoir voler des bitcoins ou de la crypto-monnaie. À savoir que ce problème-là n'est pas définitif, puisque une des prochaines évolutions qui vont arriver avec les crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle les places de marché décentralisées, c'est-à-dire la possibilité de gérer ces échanges, là pour le coup, en toute sécurité et sans avoir ce point de faiblesse que sont les places de marché centralisées. Ce serait une autre dimension de la blockchain à ce moment-là, en quelque sorte, c'est la blockchain dans la blockchain. C'est-à-dire, ça consiste à utiliser la blockchain elle-même pour gérer les échanges de crypto-monnaies et surtout les achats et ventes de crypto-monnaies en monnaie fiat. Ok, vous l'avez compris, hein, c'est un sujet qui nous passionne de plus en plus. On n'est pas les seuls d'ailleurs, hein, il faut être clair. On vous renvoie à la playlist concernant les crypto-monnaies avec déjà 4 ou 5 vidéos dont on a dont on a parlé précédemment, avec des wallets, avec le Bitcoin, la blockchain et l'Ethereum. Et c'est notre lettre E, justement, comme Ethereum, puisqu'il y avait une conférence, on aurait pu dire lettre D comme DEFCON 3, en l'occurrence aussi, Sébastien. Une conférence à laquelle tu as assisté, donc c'est peut-être l'occasion d'en dire quelques mots. Voilà, tout à fait. Donc c'était une conférence qui a eu lieu du 1er au 4 novembre à Cancun, au Mexique, et qui réunissait pour la 4e fois, parce qu'il y a eu une DEFCON 0, ces informaticiens, quelle blagueur. Il y a eu donc c'était la 4e fois où la communauté Ethereum se regroupait, se réunissait, et pour vous donner un ordre d'idée, lors de la DEFCON 2 qui était l'année dernière à Shanghai, en Chine, il y avait 700 participants. Cette année, il y en avait 2000. Combien? Attends, parce que une conférence qui grandit très très vite. Il y a un petit bug, c'est Skype qui nous fait une petite blague, juste au moment où tu nous donnais le chiffre, évidemment. Donc je te demande de répéter, combien étiez-vous cette année à Mexico? Donc l'année dernière à Shanghai, il y avait 700 personnes, et cette année à Cancun, il y avait 2000 personnes. D'accord. Donc tout de suite, on voit que la communauté grandit très très vite. Alors au passage, j'en profite pour repréciser qu'effectivement on a eu quelques commentaires de gens qui disaient dis donc à chaque épisode on parle de blockchain, de crypto-monnaie, etc. Donc c'est dans l'actualité technologique. Alors déjà c'est dans l'actualité, mais le parallèle que je fais c'est de dire c'est comme si aujourd'hui on se plaignait qu'on parlait toujours d'internet dans les technos. Oui. Dans quelques années c'est ça que ça va être. Donc là on est vraiment à la naissance de quelque chose d'énorme, et encore une fois cette conférence là nous a permis de le confirmer. Donc c'était 4 jours de conférence, comme je disais, 2000 participants, toute la communauté des développeurs principaux, et notamment le grand chef Vitalik Buterin, donc l'inventeur d'Ethereum, était là et nous a donné une petite leçon, encore une fois, de pragmatisme et de vision, puisqu'il a défini un petit peu les contours de ce que serait Ethereum dans les 2-3 ans à venir, et notamment comment il deviendrait plus scalable. C'est un petit peu le principal challenge aujourd'hui, c'est d'ailleurs d'accélérer les transactions sur le réseau, de le rendre plus facile d'accès pour les utilisateurs. Et donc tout ça va se dérouler sur les prochaines années. Une autre impression générale qui est ressortie de tout ça, c'est que on a beaucoup parlé ces derniers temps des ICO, donc ces levées de fonds participatives sur la blockchain. Ça agace. Ça agace beaucoup les développeurs, parce que ça distrait beaucoup, ça fait une fuite d'énergie et de cerveau vers des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt, et en tout cas qui n'ont pas autant d'intérêt que ce qu'elles veulent annoncer, et en l'occurrence il y a désespérément besoin de plus d'énergie et de plus de cerveau pour s'attaquer aux gros problèmes que la blockchain, notamment Ethereum, rencontre encore, notamment en termes de sécurité. On a vu, il y a eu des soucis récemment avec le wallet multi-signature, avec les comptes bloqués, etc. Et tout ça serait
aurait été facile à résoudre si on pensait un petit peu moins à devenir riche rapidement et un petit peu plus à apporter sa contribution à la communauté open source pour améliorer les outils et tout ça, quoi. C'est un peu ça le problème de la crypto-monnaie pour l'instant, hein, et c'est ce qu'on en dit en tout cas dans les médias traditionnels. Dès qu'on parle de crypto-monnaie, c'est soit un moyen de détourner de l'argent ou de blanchir de l'argent, soit un moyen artificiel d'être riche très vite. On l'a déjà expliqué pour l'un, pas toujours vrai ou pas vrai du tout, et pour le second, bah oui, là c'est un effet, on va dire, de bord de cette crypto-monnaie, mais ça ne durera pas toujours, cette explosion, je peux le confirmer, c'est juste un passage, quoi. Ah oui, c'est un passage, c'est un effet ruée vers l'or, un effet d'aubaine qui est même symptomatique de n'importe quel changement de paradigme et explosion technologique comme peut l'être la blockchain. Donc forcément, il y a une espèce de distraction qui joue à ce niveau-là, mais avec le temps, ça va s'assagir. Enfin, certains connaissent peut-être le cycle de l'innovation de Gartner. Il y a toujours cette bosse au départ, et puis ça chute un petit peu dans l'inconscient collectif, et puis après ça reprend du poil de la bête. Et c'est un petit peu on est encore en haut de la grosse bosse, et il y a encore pas mal de choses à faire pour stabiliser tout ça. Alors pendant la conférence, ils ont notamment annoncé ce qu'on appelle des bug bounties, c'est-à-dire des primes pour proposer des nouveaux outils ou résoudre des problèmes connus. Donc pour essayer de motiver un petit peu la communauté à s'y mettre. Et voilà, donc il y a des choses qui vont se développer, et c'est intéressant de voir ça évoluer aussi vite. Pour la petite histoire, sur la conférence, il y a eu un petit événement assez marquant, c'est que Michael Harrington, donc le fondateur de TechCrunch, pour ceux qui le connaissent, qui est aussi un féru de blockchain et de crypto-monnaie, a acheté un appartement, je crois en Ukraine ou en Bulgarie, je me souviens plus, donc une vente d'un appartement, donc une vente immobilière internationale, uniquement sur la blockchain, donc avec un transfert de titres qui s'est fait sur la blockchain sans notaire, donc grâce à la société qui s'appelle Propi. Donc c'était assez intéressant comme petit événement. Ça va encore énerver les notaires. C'est comme Uber, c'est les taxis, la blockchain, c'est les notaires et les banquiers. Enfin, décidément, les nouvelles technologies énervent tout le monde. Hein. La blockchain ne va pas énerver que les banques et les notaires. Je te confirme. Il y a un paquet de monde qui vont devoir se réinventer, quoi. On le répète aussi, la blockchain, ce n'est pas que les crypto-monnaies. Hein. Le concept de la blockchain peut être appliqué à différentes choses, la crypto-monnaie étant la chose la plus visible, sans doute pour l'instant en tout cas la plus impressionnante parmi les applications connues en tout cas. On était à la lettre E. Oui, je vois Sébastien encore lever le doigt. Une petite annonce au passage, comme ça j'en profite. Le 14 décembre à Bruxelles, il y a le salon FinTech Summit. Tech Belgium, voilà. En l'occurrence, j'en parle parce que je vais parler des ICO l'après-midi. Voilà. Okay. Mais n'hésitez pas à vous inscrire. Ouais, et tapez peut-être dans Facebook, vous tapez FinTech, vous allez tomber sur l'événement, je pense. Il suffit de regarder un petit peu comment ça se passe si le sujet vous intéresse, et si le sujet financier et technologique vous intéresse de manière beaucoup plus large encore. Merci pour cette info. On passe à la lettre G comme Google, si vous le voulez bien, pour parler de YouTube, Xavier, puisque il y a YouTube Go qui sort de sa version bêta. Il faut nous rappeler ce que c'est YouTube Go, Xavier. Alors YouTube Go, c'est une version allégée que Google a développée pour YouTube, principalement à destination des pays émergents, qui disposent donc de moins de bandes passantes et des forfaits data moins élevés. Alors le principe de l'application, c'est qu'elle permet de contrôler notamment le nombre de mégas qui seront consommés, par exemple avant de lancer une vidéo. Ça permet de télécharger la vidéo pour la regarder plus tard ou même offline. On va pouvoir également partager via Bluetooth sur un autre smartphone qui dispose de la même app la vidéo. Et donc l'annonce, c'est que Android Police a annoncé que YouTube Go est sorti de la bêta et qu'on peut donc installer la version stable. Alors pour le moment, cette version stable, elle n'est disponible sur le Play Store qu'en Inde et en Indonésie, mais elle est toujours disponible sous forme d'APK. Si vous cherchez un petit peu sur certains forums, vous allez retrouver des liens qui permettent de la télécharger sans passer par le Play Store.
Bon, voilà une bonne nouvelle, effectivement. C'est quand même, alors, comment dire, tout ce qui est média, on a un petit peu trop tendance chez nous à faire comme si c'était devenu tout à fait naturel, accéder à des vidéos HD avec du data, avec de la 3G, de la 4G. Ça nous paraît maintenant d'une simplicité crasse, hein, mais c'est pas le cas dans tous les pays, c'est pas le cas partout. Et d'y avoir pensé, de mettre en place une solution, c'est de leur intérêt aussi, hein, on va pas se leurrer. Mais bon, voilà, c'est une chouette initiative et ça permet à tout le monde de pouvoir regarder les technos et bien d'autres choses aussi. On va repasser la parole à Sébastien tout de suite pour parler de l'iPhone 10, si vous le voulez bien, puisque on n'avait pas eu l'occasion de tester l'appareil. D'ailleurs, on avait dit qu'on ne le testerait probablement pas, mais c'est l'occasion d'en parler avec Sébastien, parce que lui, il a fait l'acquisition de l'iPhone 10 et donc un petit retour d'expérience comme ça, après une semaine d'utilisation, on s'est dit que c'était pas tout à fait idiot. Voilà la bête. Sébastien, on t'écoute. Voilà, alors voilà le petit monstre. Hein, vous avez déjà vu les images sur le site, sur les sites d'Apple et tout ça. Ouais, ça, je pense que là, pour le coup, il y en a, hein, des images. Typiquement, il m'a pas vu, donc il m'a pas reconnu. Hop, je vais lui montrer mon petit minois. Et là, il m'a revu. Donc je confirme que le Face ID fonctionne très bien, c'est une bonne surprise, c'est assez rapide, il y a pas vraiment de délai d'attente. De temps en temps, genre la tête du matin dans l'oreiller, il a du mal à la distinguer. Ouais, mais il a tendance aussi à reconnaître des gens par exemple le fils et sa mère, il fait pas toujours la différence, les jumeaux non plus, donc ça dépend un peu de sa bonne volonté, quoi, apparemment d'après ce qu'on a pu voir. Effectivement, il y a eu l'histoire avec le fils et sa mère qui se ressemblaient beaucoup. Ouais. Bon, les jumeaux, ça, de toute façon, le cas était connu bien avant. Évidemment, si vous avez un jumeau identique, un jumeau monozygote, ça va fonctionner. Mais d'un autre côté, ce que je rappelle toujours, c'est que si vous avez un jumeau maléfique qui vous ressemble trait pour trait, il y a de fortes chances qu'il ait d'autres moyens de vous nuire que d'ouvrir votre téléphone. C'est ça, oui, c'est clair. Donc là, le problème ne se pose pas. Enfin, effectivement, le côté le fils et sa mère, ça c'était un petit peu plus c'est plus embêtant, étrange. Voilà. Mais bon, en tout cas, je confirme que ça fonctionne très bien. Le téléphone est très très agréable à tenir en main. Ça, c'est un truc que tout le monde m'a dit et avant que je puisse l'avoir en main, j'avais du mal à comprendre ce qu'il voulait dire. Mais là, je pense que t'étais pas un des premiers. Et non. Et moi, j'ai dû attendre 2 semaines. Alors, pour la petite histoire, je l'avais commandé tout de suite, bien sûr, le matin où il est devenu disponible. Ouais. Et il m'avait annoncé un délai de livraison au 2 décembre, je crois, enfin début décembre. Et comme beaucoup l'imaginaient, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gonflé les livraisons au moment de la commande. Ouais. Et oui, donc j'ai dû bugger encore une fois. Oui, mais on l'a compris. Donc ils ont dû gonfler les livraisons de la commande et au final, quand le premier rush était passé, ils ont réduit des livraisons. Donc là, j'ai été livré le 22 novembre. D'accord. Donc au passage, donc effectivement, la face arrière est tout en verre, donc c'est très agréable à tenir en main. Ouais. Par contre, attention, ça glisse. Ah oui, oui. Ça glisse des mains assez facilement et ça glisse des surfaces planes. Donc l'arrière, ça va encore parce qu'il y a la protubérance de l'appareil photo qui déséquilibre un peu le machin. Mais il y a eu un reviewer tech qui a eu une petite histoire comme ça, c'est qu'il l'avait posé sur une table, il est sorti de la pièce, il a dû recevoir une notification ou quoi, donc ça s'est bien vibré et le téléphone est tombé, il a smashé par terre. Ah oui, d'accord. Ouais, donc il a bougé. Donc okay. Voilà, il a bougi de lui-même, de son propre chef. donc c'est assez gênant. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, effectivement, l'écran est absolument splendide, un écran OLED sur un iPhone, ça fait plaisir. Le notch, je trouve pas ça super gênant, donc c'est ce petit espace là en haut de l'écran où il y a tous les capteurs. Ouais. Je trouve. Ah tiens, d'ailleurs, c'était intéressant, sur la caméra, on voit le pointeur infrarouge. L'infrarouge se voit sur les caméras, parce que les capteurs de caméra voient l'infrarouge, contrairement à nous, et donc on le voit clignoter. Effectivement, on se demande ce qu'il fait. Voilà. et donc voilà, le notch, je trouve pas ça gênant. Au contraire, je trouve que ça lui donne une gueule, c'est-à-dire ça lui donne un petit look custom. Oui, je sais, ça fait très fanboy de dire ça. Ouais, j'allais dire, pour ceux qui n'ont pas compris, Seb est un vrai fanboy. Hein. il a fait la file sur le trottoir en dormant à l'extérieur pour s'acheter un iPhone. Hein. Oui. Mais ça, c'était il y a longtemps. Ça, c'était avant. Donc voilà, sinon il est vraiment très puissant. J'ai pas encore testé la recharge sans fil, donc la recharge Qi. Ouais. J'attends les premiers bons chargeurs, parce que je pense qu'il y a des chargeurs chinois sur le marché mais qui sont pas splendides, donc il
des chargeurs chez Mophie, chez Belkin qui vont sortir dans quelques semaines. Donc j'attends encore ça, mais voilà. Sinon, c'est vraiment un très bel appareil. La sensation à l'utilisation est vraiment, ça fait assez luxueux. Donc on n'est pas déçu quand on a payé le prix que j'ai payé. Oui, mais bon, je suis développeur iPhone, j'ai des excuses, tout ça, c'est pour ma société, machin. Oui, donc, oui, évidemment. S'agissant des chargeurs à induction, si ça vous intéresse, on avait fait il y a très longtemps, c'était au début des technos en hors-série, juste avant l'été, pas le passé, pas le suivant, soit encore avant. Concernant donc les chargeurs à induction, c'était Sébastien qui avait fait ça, parce que faut le savoir, le chargeur à induction, ça existe du côté de chez Samsung depuis pas mal de générations d'appareils, et que donc c'était l'occasion d'en parler il y a quelques années déjà. Donc voilà, c'était juste pour le signaler au passage, si ça intéresse certains d'entre vous. On a déjà parlé de ce genre d'outils, mais on pourrait éventuellement faire une mise à jour de ce hors-série à l'occasion, pourquoi pas. On était à la lettre I comme iPhone, on était à la lettre K comme Kickstarter. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on aime bien. On aime bien aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps pour voir ce qui se passe du côté de Kickstarter, parce que là aussi, il y a de temps en temps de bonnes idées qui émergent sur ce site de financement participatif, je vais y arriver, comme par exemple Coder Rocky, c'est pour apprendre aux enfants à coder. C'est marrant parce que tous les jeunes papas que je connais dans mon entourage viennent vers moi en me disant « Tu connaîtrais pas un truc pour apprendre aux jeunes à coder facilement, etc. » Et voilà, donc on va avoir une réponse supplémentaire avec toujours Sébastien. Alors, sachant qu'effectivement, la plupart des jouets qui existent aujourd'hui sur le marché et qui permettent d'apprendre aux enfants à coder, c'est des choses assez, pour des âges assez avancés, je dirais. À partir de 7, 8, 9 ans, qu'on peut commencer à faire des choses. Ici, ça a l'air d'être un petit peu plus adapté aux plus jeunes enfants. Donc, c'est basé sur un Arduino, je pense. J'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est un Arduino. Ça s'appelle Coder Rocky et ça se présente sous forme d'un petit boîtier qui sert de microcontrôleur, en fait. Donc, c'est là où il y a le processeur qu'on peut programmer. D'accord. Et puis, une espèce de petit chariot à chenilles, où quand on met le petit boîtier dedans, ça fait une espèce de petit robot qui roule. Oui, d'accord. Ça ressemble un petit peu au gadget que Marc a testé il n'y a pas tellement longtemps, mais juste sur l'aspect, le facteur de forme, qui est semblable. C'est comment s'appelle-t-il encore? Cody? Non, pas Cody. Cosmo. Voilà, j'y suis arrivé. Voilà. Cosmo. C'est un peu le même genre de physique, on va dire. Ouais. Voilà. Ici, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà il y a beaucoup de capteurs qui sont emballés dans le petit boîtier. Il y a un capteur infrarouge, il y a un gyroscope à 6 axes, il y a tous les boutons, il y a un petit haut-parleur, un capteur de lumière, un micro et le petit écran LED pour afficher des choses dessus. Tout ça est déjà intégré dans le petit boîtier. Et en plus, vous avez possibilité de brancher des petits modules supplémentaires pour avoir genre des capteurs d'humidité ou de température, etc. Et pouvoir intégrer tout ça dans de la programmation un peu plus avancée. Alors pour la programmation, ça se fait soit en Python pour les plus avancés, on va dire, les enfants un peu plus âgés, puisque c'est un peu plus ardu, c'est du vrai langage de programmation, ou alors ça se fait en Scratch, donc c'est un langage visuel avec des petits blocs qu'on branche les uns avec les autres. Donc c'est assez intéressant. Pour la petite information qui est assez intéressante aussi, c'est que sur Kickstarter, on a souvent des projets où on ne sait pas trop si ça va aboutir, si c'est solide, l'équipe qui est derrière. Ici, c'est en fait un projet d'une société qui s'appelle MakeBlock, qui fait déjà pas mal d'autres petits robots liés à l'éducation, qui fait notamment le AirBlock. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un petit hexacoptère avec des petits hexagones comme ça qu'on peut brancher les uns aux autres. Non. Et qu'on peut programmer aussi, et donc voilà, c'est eux qui font ça aussi. Et donc c'est assez rassurant, je dirais, sachant qu'ils annoncent une date de disponibilité en avril 2018. Et au niveau des prix, aujourd'hui, donc les prix Kickstarter, c'est-à-dire la prévente, ça démarre à $64 pour le petit boîtier tout seul. Oh, c'est bien. Et le boîtier avec le petit chariot, on est à entre $69 et $79 suivant la vitesse à laquelle on va pour réserver. Effectivement, le mode de programmation très visuel avec les petits blocs qui s'emboîtent. On avait déjà vu ça, Xavier, si tu te rappelles, avec d'autres applications, d'autres hardware, mais c'était au niveau software, c'était la même logique. Je ne sais plus ce que c'était maintenant, Xavier. Il y a plusieurs logiciels comme ça, mais notamment Scratch, qui est un logiciel, je pense que Seb
Seb et moi, un jour, on va sans doute faire un hors-série là-dessus, qui est un logiciel qui a été développé par le MIT et qui permet vraiment aux enfants d'apprendre à coder de manière très simple. En gros, c'est vraiment des blocs de couleurs qui, chaque couleur représente quelque chose. Donc, c'est par exemple des événements, des conditions, ce genre de choses. Et l'enfant va pouvoir assembler les blocs de manière très simple et c'est très ludique. Oui. Donc c'est un petit peu une évolution du logo pour ceux qui connaissaient, où on pouvait déplacer une petite tortue. On va pouvoir faire ce genre de choses, mais beaucoup plus. Mais j'ai l'impression que le logo, qui est un très très vieux langage pour le coup, est à la base en fait et reste encore la base de toutes ces logiques-là. Enfin, on va pas non plus réinventer la roue. Je veux dire, les conditions sont ce qu'elles sont, et donc on va pas non plus, voilà, c'est comme ça. Mais sur l'idée de faire avancer un petit personnage, de le faire déplacer, ça reste quand même quelque chose qui revient régulièrement, Sébastien. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour un petit info, on va préparer bientôt un hors-série sur un autre jouet pour les enfants encore plus jeunes, qui s'appelle le Cubetto. Donc, d'accord. Ok. On fera un petit hors-série là-dessus. Et autre chose, pour ceux qui cherchent justement des jouets comme ça pour leurs enfants, en dehors de Kickstarter, puisque celui-là ne sera pas disponible tout de suite. Si vous en cherchez encore pour ce Noël, il y a Lego qui faisait déjà les Lego Mindstorms. Bon, ça c'est déjà plus avancé encore pour. C'est aussi de la programmation visuelle et tout, mais je dirais que c'est à partir de 12-13 ans. D'accord. Et ils ont sorti aussi maintenant le Lego Boost, qui est une autre gamme beaucoup plus adaptée, je dirais vers 9, 10, 11 ans. D'accord. Et avec des petits robots un peu plus flashy et des briques un peu plus grosses et de la programmation plus adaptée aux plus jeunes enfants aussi. Donc il y a beaucoup de choses sur le marché et n'hésitez pas, c'est important pour vos enfants de maîtriser ça et ça les amuse souvent beaucoup de fabriquer leurs propres jouets et de leur donner des ordres. Oui, c'est ça. Et c'est le mécano de mon enfance à moi. En gros, mais sauf que là c'était des vis et des écrous et on montait des brôles et ça ressemblait à une grue et puis ça se cassait la figure et puis enfin voilà et ça fait aussi partie d'une initiation et de voir aussi si vous avez la fibre technique ou pas, parce que c'est aussi l'occasion de tester ça comme on peut tester d'autres choses et c'est vrai que les fêtes de fin d'année s'y prêtent bien aussi, il faut bien le reconnaître, ça s'approche à grands pas. Sur ce sujet-là, je pense qu'on en a fini, on peut passer à la lettre N avec le dossier qui énerve beaucoup de gens, et c'est à juste titre, je pense. C'est la neutralité du net, Sébastien, puisque la consultation sur la neutralité du net a été quelque peu biaisée. Il faut rappeler ce que c'est la neutralité du net quand même si c'est peut-être pas tout à fait nécessaire, mais je pense que c'est bon de remettre les choses à plat. Donc la neutralité du net, à la base, c'est un principe qui veut que quand vous consultez un site internet, quand vous utilisez une connexion internet, tous les sites sont placés à la même enseigne. Il n'y a pas de discrimination sur base de c'est qui, c'est quoi, quelle est la société derrière. Qui a payé quoi pendant que tu bugs un peu, je rajoute un peu parce que tu viens encore de bugger, mais qui a payé du web à deux vitesses en fonction de ce qu'on a payé à son provider, du web à deux vitesses au niveau politique et également, tout ça, c'est des choses, ça fait la neutralité du net nous garantit que tout le monde est, comme tu le disais, logé à la même enseigne. Exactement, et que tout le monde peut aussi contribuer du contenu. C'est grâce à la neutralité du net que des gens ont pu publier librement des vidéos sur YouTube, ou même héberger leur propre blog. Enfin, tout ça c'est permis parce que ce que nous faisons ici, ça fait partie de la neutralité du net. On peut dire ce qu'on pense, on peut et je vois Xavier qui s'étouffe de son côté, c'est pour ça que je souris un instant, mais donc voilà, ça c'est la neutralité du net. Elle est mise en danger pour l'instant parce que les États-Unis semblent vouloir mettre à mal cette neutralité du net, on va dire ça comme ça, et donc il y a des consultations, il y a des gens qui se bougent un petit peu le popotin pour faire bouger, pour éviter que ça n'arrive. C'est ça, donc la neutralité du net avait été inscrite dans la loi sous l'administration Obama en 2015, donc c'est encore assez récent. Avant ça, c'était juste un principe, là c'était devenu une loi, et donc à l'époque tout le monde s'était dit ouf, on l'a échappé belle, maintenant on peut passer à la suite, et manque de bol, patatras et lambardé, notre ami Donald Trump est arrivé au pouvoir. Il a nommé à la tête de la FCC, donc le régulateur des télécoms américains, un monsieur qui s'appelle Ajit Pai, qui est un fervent défenseur de la non-neutralité du net, c'est-à-dire
qu'il est cul et chemise avec tous les lobbies des télécoms, et notamment les fournisseurs d'accès que sont Verizon, Comcast, voilà, les gros fournisseurs d'accès américains, qui eux, pour le coup, aimeraient bien pouvoir faire payer aussi bien les utilisateurs que les fournisseurs de contenu en fonction de ce qu'ils utilisent et des bandes passantes. Autrement dit, créer ce fameux web à plusieurs vitesses. Si vous avez la vidéo, si vous nous regardez, on vous montre pour l'instant une illustration. C'est juste une illustration. Il n'y a rien de fait. Hein. Ce ne sont pas les tarifs d'un provider, mais c'est ce qui pourrait se passer demain, c'est-à-dire d'avoir comme on a en télévision, hein, quelque part, des packages. Par exemple, un package vidéo qui coûterait 5 € de plus, un package information qui coûterait 5 € de plus, ou enfin voilà, des choses comme ça. Ça, c'est clairement le genre de choses qu'aujourd'hui on ne peut pas faire puisque la loi l'interdit, en tout cas aux États-Unis, et chez nous c'est le même principe, on suit un petit peu la même chose, hein, de notre côté. Oui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, bon, voilà, c'est juste les États-Unis qui vont remettre ça en question, sachant que ça a été aussi inscrit dans la loi en août 2016 en Europe. Donc, on pourrait se dire, c'est les États-Unis, ils font ce qu'ils veulent. Sauf que non, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises déjà du net qui sont basées chez eux. Il y a évidemment beaucoup d'innovation qui se fait à ce niveau-là. Il ne faut pas croire que parce que eux vont être bloqués, ou en tout cas vont devoir payer cher pour pouvoir accéder aux voies à haute vitesse, ça va forcément libérer nos entreprises à nous en Europe, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes financements, etc. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et par contre, évidemment, c'est surtout le risque que ça fasse tache d'huile et que d'autres pays un petit peu moins démocratiques que le nôtre se disent, tiens, puisque les Américains l'ont fait, on peut bien le faire aussi. Et donc ça ouvre des portes qu'on n'a pas envie d'ouvrir. Parce qu'il faut bien voir que si on a ça, alors les Américains, enfin les pro abrogation de cette loi nous essayent de nous expliquer que la neutralité du net, ça brille l'innovation. C'est tout le contraire. C'est que grâce à la neutralité du net, notamment, que des petites startups peuvent rentrer en compétition avec des grosses boîtes sans avoir besoin de payer cher pour diffuser leur contenu et utiliser les canaux d'internet. Donc c'est quand même assez très important. Il faut en parler. Il faut absolument défendre ça. Alors il y a une manifestation qui est organisée aux États-Unis le 7 décembre et on va voir si ça va changer quelque chose. Mais effectivement, donc il y a une consultation qui a été organisée par la FCC, comme ça fait partie de leur procédure. Chaque fois qu'ils font ce genre de nouvelles régulations, ils doivent consulter la population. Par contre, leur mécanisme de consultation est complètement absurde dans la mesure où il n'impose aucune identification, etc. Et en l'occurrence, il y a un juge de New York qui a mené sa petite enquête et qui s'est rendu compte que la plupart des messages pro abrogation de la loi qui ont été diffusés sur le site de la FCC étaient en fait soit des messages complètement faux, soit des identités qui ont été usurpées, c'est-à-dire des identités d'Américains qui existent, mais qui n'ont jamais écrit ces messages. Donc, et quand le juge a demandé à la FCC de pouvoir l'aider à démentir ce fait, la FCC a dit juste non. Je fais ce que je veux, j'ai pas besoin de te donner des preuves, j'ai pas besoin de me justifier, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc la méthode est aussi assez louche et vraiment les États-Unis de maintenant sont pas, c'est loin d'être un exemple de démocratie et d'ouverture. Le calendrier, c'est quoi pour l'abrogation de la loi qui garantit la neutralité du net? Elle peut être mise réellement à mal à quel moment? Alors la loi doit être, l'abrogation de la loi devrait être votée le 14 décembre. Donc il y a vraiment urgence et péril en la demeure. Donc on espère qu'on va arriver à faire bouger les choses. Que les Ricains notamment vont contacter leurs députés, leurs sénateurs pour essayer de faire bouger un petit peu l'aiguille. Mais pour l'instant c'est assez mal embouché, sachant que c'est déjà le Sénat qui avait autorisé cette abrogation au printemps dernier. C'est ça. Donc la FCC a priori a tout mandat pour faire ça, quoi. Quelle est la position des GAFA sur cette question-là? On la connaît ou ils se sont exprimés d'une manière ou d'une autre? De ce que j'en sais, de ce que j'ai vu, a priori ils sont ni pour ni contre. Ils ont un petit peu le cul entre deux chaises parce que évidemment la non neutralité du net leur permettrait de renforcer leur monopole et voilà. D'un autre côté, ça leur coûterait très cher. Si YouTube devait payer tous les fournisseurs d'accès pour pouvoir diffuser ses vidéos à pleine vitesse, évidemment, ça va leur coûter très cher. Donc, à mon avis, ils sont un petit peu des deux côtés de la barrière. Et ce qui est important, c'est que la population défende ses droits et garantisse ce principe
qui est absolument clé, et sans ça, le web ne sera plus jamais le même, quoi. Donc, c'est clair, et juste au moment, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est un petit peu cyclique, ça revient régulièrement, où on voit de plus en plus émerger des solutions, entre guillemets, qui permettraient de justement avoir des alternatives aux grands groupes comme Apple, comme Google, on voit ça de plus en plus, hein, des outils un petit peu parallèles, logiciels libres et autres, qui pourraient permettre de se départir un petit peu de YouTube, pour citer YouTube, parce qu'il n'y a pas de raison que YouTube soit seul en situation de monopole de fait quasiment sur la vidéo. Il pourrait y avoir d'autres acteurs, et donc ça risquerait de mettre à mal cet aspect-là des choses aussi, l'aspect concurrentiel, ça on l'a déjà dit. On tient ça à l'œil, évidemment, comme tous les podcasts high-tech à mon avis, ou qui traitent de l'internet, parce que c'est le genre de choses qui nous intéressent au premier chef. On était à la lettre N, on est à la lettre S à présent, S comme social network. On va parler de Facebook, Xavier, qui renforce sa sécurité avec vos photos. Effectivement. Donc en fait, Facebook est en train de mettre en place un nouveau style de CAPTCHA pour renforcer la sécurité des comptes de ses membres, en leur demandant de poster une photo de profil. Cette photo serait supprimée directement, et le but pour Facebook serait de valider l'identité de ses membres à différents points d'interaction sur le site, comme la création du compte, le moment où les gens envoient une invitation de demande d'amis, ou bien quand ils veulent modifier des annonces. Les premières rumeurs concernant cette mise en place circulent sur Reddit, où il y a des utilisateurs qui ont déjà été confrontés à ça pour l'ouverture de sessions. Alors on peut quand même se poser la question de cette procédure, sachant qu'ils ont déjà des tonnes de photos de profil. Est-ce qu'ils vont réellement supprimer ces photos? Il y a tout un tas de questions qui découlent de cette annonce en termes de sécurité, en termes de confidentialité, etc. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas forcément afficher leur photo de profil, etc. Donc ce sont des points qui si ça devient une manière d'imposer le fait que les gens postent leurs photos de profil, ça pourrait être le sujet de certains débats. Oui, parce qu'on n'est pas obligé en même temps d'avoir une photo de profil jusqu'à preuve du contraire. Il y a toujours la possibilité de passer à côté. C'est pas le seul point sur lequel Facebook veut nous aider, ou en tout cas veut aider ses membres, la sécurité. C'est également la réduction du nombre de suicides au sein des membres, des utilisateurs Facebook de manière générale, des gens de manière générale, hein, on va dire. Ils ont apparemment les moyens de repérer les gens qui seraient pas très bien dans leur tête, quoi. Effectivement, Mark Zuckerberg avait déjà réagi quand il y a eu des suicides en direct, ou bien des annonces de suicide sur son réseau social. Donc, il avait annoncé qu'il voulait faire tout son possible pour essayer de limiter ça au maximum. Et un des moyens que le réseau social est en train de mettre en place, c'est une technologie qui va chercher automatiquement des indices dans les messages, dans les vidéos qui sont mises en ligne en direct sur Facebook Live, via des posts, mais aussi par rapport aux réactions des amis de la personne. Donc par exemple, c'est des remarques du style qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, donc des analyses du texte et des réactions par rapport au post, qui vont du coup susciter des alertes auprès du personnel de Facebook, qui pourra réagir beaucoup plus rapidement par rapport à ça. Alors il y a quand même des questions de nouveau de confidentialité, de la vie privée, etc., qui rentrent en compte là-dedans, et donc Facebook a annoncé qu'ils allaient déployer ça dans l'ensemble des pays, à l'exception de l'Union européenne, où les règles sur la vie privée sont beaucoup plus strictes. D'accord. À quel niveau on sait, pour quelle raison? Alors il n'y a pas vraiment de précision, donc ils n'ont pas précisé les motifs réels du fait que ce ne soit pas déployé dans l'UE, mais on sait que c'est juste parce que la législation n'est pas la même. Après, la motivation derrière, ou le fait pourquoi est-ce qu'ils n'adaptent pas ça d'une manière ou d'une autre, c'est pas précisé, en tout cas dans les news que moi j'ai vues.
C'est quand même assez étonnant parce que finalement on dit énormément de choses à Facebook. On dit plus de choses à Facebook des fois qu'à son conjoint ou à sa conjointe. Donc c'est des fois un petit peu particulier. Je voyais l'index de Sébastien se lever. Oui, rappelons au passage que donc fin mai 2018 rentre en vigueur le GDPR, donc je ne me souviens plus du nom du chic. Enfin, voilà, c'est la nouvelle réglementation en termes de protection des données privées et sûrement que ça a un impact sur ce que Facebook va être autorisé à collecter et à utiliser comme données et surtout ils vont devoir justifier l'utilisation de ces données-là. Donc j'imagine que ça doit avoir un impact sur leur décision. Moi je serais curieux de savoir quel type d'action ils prennent quand ils ont comme ça l'indice de quelqu'un qui est prêt à passer à l'acte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment son compte? Oui, je sais pas, c'est un peu particulier. J'avais entendu ou lu certaines annonces qui pourraient être, par exemple, une alerte du style qui prévient les amis de la personne concernée, l'entourage direct ou les membres de la famille, comme quoi il pourrait se passer quelque chose. Un petit peu comme les alertes qui apparaissent quand une personne signale qu'elle est en sécurité, quand il y a un événement... On aurait ce type d'alerte qui dirait attention, machin n'a pas l'air bien, ou avez-vous des nouvelles de Trucmuche, etc. Avec toutes les dérives que ça pourrait entraîner. Oui, parce que voilà. Oui, c'est ça, parce que si souvent ces problèmes de suicide sont créés par le cyberharcèlement, et donc parmi les amis de la personne, il y a des gens qui peuvent utiliser cette information et dire ah ça y est, ça marche. Oui, c'est ça. Donc je vais continuer. Ah, donc, la sauce a pris, Facebook l'a dit. J'imagine qu'ils vont quand même sélectionner peut-être via le réseau familial d'abord ou ce genre de choses aussi. Oui. Comme ils ont ces informations. Ils ont les informations. Voilà, ils ont l'information qui sont tes parents, etc. Donc. C'est quand même très très particulier, mais bon, pourquoi pas. Ça fait partie de ces nouveautés liées aux nouvelles technologies aussi. Qui aurait pu penser il y a 5 ans qu'on parlerait de ça aujourd'hui, que Facebook allait repérer les gens aux tendances suicidaires. C'est un petit peu de la science-fiction, mais non, là on y est, c'est maintenant. On s'approche doucement de la fin de cet épisode, mais pas encore tout à fait. On était à la lettre W comme Waymo, je pense qu'on dit comme ça. Sébastien, c'est Waymo. Oui, c'est ça. Waymo qui a acquis autant d'expérience qu'un conducteur qui a roulé pendant 300 ans, je vais dire 300 km, mais non, même plus que ça, 300 ans. Waymo, ce sont ces voitures sans conducteur, enfin autonomes, c'est ça. C'est ça, donc Waymo c'est la filiale du groupe Alphabet, donc la maison mère de Google. Waymo s'occupe de voitures autonomes, donc c'est un petit peu la société qui a été montée autour de la Google Car. Pour ceux qui se souviennent de cette espèce de Twingo toute moche en forme de patate avec une grosse verrue sur le toit. C'est une voiture un peu comme une voiture de clown. Voilà, c'est ça. Celle-ci est beaucoup plus jolie, celle qu'on a. Elle a bien évolué. Là, maintenant, ils travaillent avec des constructeurs et ils ajoutent leur matériel par-dessus plutôt que de faire leur propre voiture. Ils évitent de réinventer la roue. Et voilà. Et ici, donc, ce qu'ils ont annoncé, c'est que donc ils ont commencé à travailler là-dessus en 2009 et on est en 2017 et aujourd'hui, ils viennent de dépasser les 4 millions de kilomètres parcouru avec ces voitures autonomes, sachant que on parle ici vraiment de kilomètres parcourus sur des vraies routes, pas sur des circuits ou voilà. Ils ont parcouru tous ces kilomètres-là dans 23 villes à travers 4 États aux États-Unis, y compris l'Arizona où les conditions sont pas toujours tip top. Oui, mais c'est quand même dans des pays relativement, dans des régions d'Amérique relativement sèches, le Texas, la Californie, etc. Donc ils évitent quand même. Oui, ils évitent la neige. Voilà, par exemple. C'est assez rare en Californie qu'il y ait de la neige. Quoique, peut-être que dans la région du lac Tahoe, etc., il y a un petit peu plus. Mais à mon avis, s'y risque pas, parce qu'effectivement, la neige, c'est encore un gros souci avec ces voitures autonomes. Donc, je parlais de 4 millions, en fait, c'est pas 4 millions de kilomètres, mais c'est 4 millions de miles. Donc, ça fait même 6 millions 4 de kilomètres. Donc, c'est encore plus. Ils ont fait un petit calcul rapide et ils ont effectivement ramené ça à l'expérience d'un seul conducteur qui conduirait pendant 300 ans. Donc, ça donne quand même une idée du niveau d'expérience qu'ils ont, sachant qu'en plus de cette expérience sur route, ils ont des simulateurs, donc ils ont 25 000 voitures virtuelles, c'est-à-dire des petits algorithmes qui reproduisent le comportement d'une voiture et qui ont déjà parcouru pour le coup 4 milliards de miles, donc on est encore plus loin. Et voilà. Et en plus de ça, ils reproduisent évidemment tout un tas de situations sur circuit et en interne. Donc ils accumulent énormément d'informations. Ils entraînent leurs algorithmes, leurs intelligences artificielles
pour que ce soit prêt le plus rapidement possible. Il faut bien voir que ils ont déjà prévu de lancer toute une flotte de voitures complètement autonomes. Il y a déjà des voitures autonomes sans conducteur aucun qui circulent dans l'état de l'Arizona, si mes souvenirs sont bons, à Phoenix. Et voilà, leur objectif, c'est de lancer le plus rapidement possible une flotte de ces véhicules autonomes. Et force est de constater que leur progression étant complètement exponentielle, ça viendra beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Ouais. Donc c'est vraiment assez intéressant de voir cette évolution. On en avait parlé ici aussi, des bus navettes à Las Vegas autonomes, des voitures autonomes achetées par Uber, des Volvo, si je ne dis pas de bêtises, 25 000 véhicules achetés récemment. Donc voilà, tout ça se met en place. Et on sent bien que la tendance, elle est là, elle est lourde et ça va avancer. Et effectivement, il faut que ces véhicules autonomes, dans un premier temps en tout cas, partagent la route avec nous, humains faillibles. Et donc c'est peut-être ça le truc le plus compliqué, parce que si on mettait les choses à plat tout de suite, on disait voilà, plus aucun être humain peut conduire un véhicule, on ne met que des véhicules autonomes sur la route, bon, il y aura encore les piétons, etc. Enfin, il y aura encore tout un tas de paramètres, mais quand même, on serait débarrassé des paramètres les plus lourds, entre guillemets, sur la voie publique. Ça ferait avancer les choses beaucoup plus rapidement, sans doute. On se rappelle oui, non, mais c'est clair, ça a déjà été prouvé, enfin ça a déjà été avancé par tous les experts qui disent qu'effectivement, si on passait du jour au lendemain à une circulation intégralement à base de véhicules autonomes, on pourrait le faire aujourd'hui. Les algorithmes sont prêts, et en plus les voitures pourraient communiquer directement entre elles pour se prévenir de là où elles vont, et donc on n'aurait pas du tout ce problème. Ici, la vraie difficulté, c'est d'anticiper le comportement des conducteurs humains, qui eux pour le coup sont faillibles et ils sont pas toujours très rationnels, et qui en plus on peut leur envoyer des messages numériques, mais ils répondent pas, ces cochons. Donc ils captent pas. Ouais, donc voilà, bon, c'est un petit peu limité. Même s'il y a véhicules autonomes, on aura toujours des feux de signalisation, parce qu'il faudra bien laisser passer les piétons, les cyclistes, etc., qui restent les usagers faibles de la voie publique. Donc on peut le dire, on n'est pas obligé d'arracher les poteaux de signalisation au centre de Bruxelles, par exemple, dès qu'il y a une petite manifestation. Vous pouvez les laisser là où ils sont. On en a encore besoin. Même dans les piétonniers, on les utilise encore. Ils ont voulu les enlever. Ben oui, je pense qu'ils ont voulu prendre de l'avance. Ils sont pas très autonomes eux-mêmes dans leur tête, de toute façon. Voilà pour la blague. Waymo, donc, affaire à suivre aussi du côté de chez Google. Il va se passer plein de choses. Encore, on va parler de Waze qui se met aux deux roues. C'est vrai que Waze, on connaît tous cette application mobile qui nous permet de nous déplacer plus facilement, en tout cas d'éviter les embouteillages, etc., qui nous guide à travers la ville pour nous acheminer à bon port. C'était surtout pour les voitures, c'est aussi maintenant pour les deux roues. C'est qui s'y colle? C'est Xavier. Effectivement, donc Waze, on sait qu'il y a pas mal de GPS qui ne tiennent pas compte des deux roues. Il y a des applications spécifiques pour les motards, mais ici Waze a annoncé qu'ils étaient compatibles depuis hier, si je ne me trompe pas, avec une nouvelle fonctionnalité pour les motards qui va prendre en compte les différentes spécificités de la route. Donc par exemple, il y a des itinéraires qui peuvent être privilégiés par les motards parce que ils vont avoir plus de place pour passer entre les voitures, ou bien simplement parce qu'il y a des chemins auxquels les voitures n'ont pas accès, mais où les motards peuvent passer. Et donc, ils ont intégré cette fonctionnalité. Comment est-ce qu'on va y accéder? On va simplement se rendre dans les paramètres. Ensuite, on va cliquer sur Avancer, Navigation, Autre option. Là, il y a une entrée qui est type de véhicule où on va pouvoir choisir moto. Seb est en train de nous le montrer. Particulier taxi ou moto, parce qu'il y a une possibilité d'être taxi aussi, c'est bien. Voilà, on peut être taxi. Ouais. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils indiquent les emplacements de taxi ou l'autre. J'ai pas lu de news à ce niveau-là, mais donc c'est voilà une petite application qui va être utilisée par de plus en plus de monde, y compris les motards. Application qui est gratuite, même si elle avait coûté quand même la bagatelle de 966 millions de dollars à Google, qui avait racheté cette start-up israélienne à la base, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Ouais. Peut-être les taxis, parce qu'ils ont dans beaucoup de villes des sites propres, des choses comme ça. C'est peut-être pour tenir compte de ce paramètre là aussi, donc c'est pas totalement idiot. Sébastien?
Oui, pour pouvoir tenir compte aussi des voies de bus et taxis qui leur sont réservées, et donc qui leur permettent de prendre des chemins un peu plus courts. Merci Xavier, parce que j'étais complètement passé à côté de cette news, et étant motard moi-même, je dis chouette. Oui. Parce que effectivement, je confirme que l'estimation des parcours était complètement à côté de la plaque, étant donné qu'elle tenait pas compte du fait qu'on peut remonter les fils, qu'on peut passer par des endroits où les voitures ne peuvent pas passer. Donc c'est vraiment intéressant qu'ils aient intégré cette petite fonctionnalité-là. Par contre, au niveau de l'affichage, l'affichage, il est propre au motard. Enfin, il fonctionne bien pour un motard, parce qu'on sait que la conduite à moto, c'est pas la conduite en voiture, et que donc visuellement, il faut quand même quelque chose qui soit très lisible, quoi. Ça marche, ça, c'est bon. Ça marche bien. Moi, j'ai un petit support quadlock avec même un revêtement par-dessus pour le protéger. D'accord, ouais. Et ça reste très lisible, et il y a pas de problème particulier à l'utilisation. Il y a pas besoin de le toucher, etc. pour que ça fonctionne. Donc on le lance avant de partir, évidemment. Ouais. Donc ça fonctionne assez bien. Maintenant, effectivement, il manquait cette petite adaptation pour les motards. Voilà qui est fait. Il faudra tester. Les dernières mises à jour de l'interface rendent vraiment cette interface de plus en plus conviviale. C'est en plus du côté communautaire, etc. Donc le fait d'avoir des notifications sur les accidents, les radars ou autres. En tant que pur GPS, c'est une application qui commence vraiment à concurrencer beaucoup d'autres qui sont payantes et qui fonctionnent même, je trouve, mieux que Google Maps ou autres. Donc, Seb. À noter que ce qui a fait la force de Waze au départ par rapport à des TomTom et à des applications classiques, c'était justement son aspect communautaire. C'est-à-dire que les cartes, par exemple, elles ont été construites à la base par des gens qui parcouraient les routes. Et donc, à force de faire des analyses statistiques là-dessus, ils ont réussi à reconstituer des cartes quasiment plus précises que ce qu'elles arrivaient à faire avec de la cartographie classique des TomTom et compagnie. Et là, ils vont aussi utiliser, pour toutes les données, par exemple, de trafic, les bouchons, etc., ils rassemblent les données de toutes les personnes qui sont sur la route, et jusqu'à maintenant, comme ça mélangeait les voitures et les motos et que on n'arrivait pas à voir la différence, ici en plus, quand vous sélectionnez ce mode-là, évidemment ça va spécialiser les informations que vous leur envoyez, et donc ça va rendre les algorithmes de détection de trafic encore plus précis. Donc tout le monde est gagnant, quoi. Je voudrais quand même terminer avec, et ça pourrait être le what the de l'émission, parce que on a un homme politique en Belgique, mais je ne me rappelle pas de son nom, c'est bien dommage, qui a parlé de Waze récemment. On parlait des embouteillages de manière générale, parce que c'est vrai qu'on est un petit pays, mais on commence à être connu pour nos embouteillages. On dépasse régulièrement les 400 km cumulés d'embouteillages sur une petite surface quand même, hein. Ça veut dire presque la totalité du réseau qui se retrouve engorgé par les embouteillages. Les villes aussi, Bruxelles par exemple, ça devient totalement insupportable. Et ce personnage dont j'ai oublié le nom, c'est bien dommage d'ailleurs, disait que c'était aussi à cause de Waze qu'on avait des embouteillages, parce que Waze envoyait des voitures un peu partout dans la ville, et donc que ça créait des problèmes là où normalement il n'y en avait pas. Donc, je pense que ce monsieur n'a pas très bien compris comment ça fonctionnait, et que s'il y avait des embouteillages un peu partout, c'est parce que peut-être qu'il y a des travaux partout, et des chantiers partout. Et des travaux qui ne s'arrêtent jamais, on ne sait pas quand ça commence, quand ça finit. Il y a toujours des travaux, il y a des travaux qui sont délimités, mais il n'y a personne sur les chantiers pendant des mois. Donc, non, et puis accessoirement, il y a toujours un problème de design des routes. Moi, en termes de génie civil, je ne sais pas qui c'est qui fait ça, mais il faut l'enfermer, quoi, parce que c'est pas possible. Donc, je trouvais ça assez particulier déjà qu'on annonce ce genre de choses, mais c'est comme on nous avait déjà dit aussi qu'on va rétrécir une autoroute, l'arrivée d'une autoroute, la E40 qui arrive de Liège vers Bruxelles, elle est sur plusieurs bandes, je sais plus combien, on va réduire le nombre de bandes, et on vous dit il y aura pas plus d'embouteillages, ils vont juste être plus longs, les embouteillages, mais il n'y en aura pas plus, ils vont être plus longs. Donc voilà, c'est le surréalisme à la belge. Qu'est-ce que vous voulez ? J'imagine que c'est aussi le cas dans d'autres pays, hein, je me fais pas trop d'illusions, mais ici quand même c'était, on a des fois des vedettes, on va appeler ça comme ça, qui nous sortent de bien belles théories à ce sujet-là. Mais pour Waze, là, c'était quand même très très fort. On en a fini avec ce 145e épisode des Technos. C'était Xavier qui nous apportait sa veille technologique de la semaine, tout comme Sébastien d'ailleurs, que vous reverrez très prochainement, puisqu'il nous l'a promis, on aura un hors-série à vous faire voir et entendre dans les semaines qui viennent. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à commenter en regard de la vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be, on essaye comme toujours, vous le savez, de vous répondre, et en tout cas on vous lit, ça c'est une certitude. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.